Coucou tout le monde, bienvenue sur Liv et Mailleux, ici Manon, alias Manocytocine, pour vous présenter le premier cours de maïeutique, le développement placentaire. Vous allez voir, la maïeutique, c'est vraiment pas une matière difficile, il n'y a pas forcément beaucoup de par cœur, c'est un peu de la logique, les pièges, je vous les dirai, donc vous ne pourrez pas tomber dedans. Pour le début, sur la première partie, il y a beaucoup de rappels, c'est des rappels d'embryologie. Là, vous allez voir les cours, ça peut vous faire peur. Attendez de voir l'embryo, vous verrez, ça passera tout seul après. Vraiment, c'est une fois que vous avez vu l'embryo, ces pages-là, vous les passerez très rapidement. Donc, on va rappeler un peu la fécondation, ça peut vous rappeler un peu la BDR aussi. Donc, normalement, vous savez que la fécondation a lieu J0, ça paraît logique, dans le tiers externe de la trompe. Ça se segmente et ça se chemine petit à petit à travers de la trompe. Puis, à partir de J4, on a notre œuf qui pénètre dans la cavité utérine. Il ne s'implante pas, c'est juste qu'il est présent dedans. Il va devenir un blastocyte qui a un blastocèle à l'intérieur. On rappelle qu'avant le blastocyte, on a le stade de morula. Je crois que c'est dans le programme de BDR normalement. Donc, vous avez votre blastocyte avec le blastocèle à l'intérieur. Donc, on a une couche cellulaire externe qui correspond au trophoblaste. Et à l'intérieur, on a le bouton embryonnaire. Vraiment, vous inquiétez pas, je préfère le rappeler, vous verrez tout en embryo. Vers J6, J12, on va avoir l'implantation ou la nidation. Les deux termes fonctionnent, il n'y aura pas de piège là-dessus. Et notre œuf va venir s'implanter sur le col utérin, sur la membrane utérine plutôt. Et on va commencer à avoir le développement à proprement parler. Donc la formation des villosités choriales. Les villosités choriales, ça correspond à la membrane vraiment externe, du coup là où il y a le trophoblaste. C'est d'ailleurs pour ça que le trophoblaste se divise en deux couches. L'interne qui correspond au cytotrophoblaste en rose clair ici, et une couche externe, le syncytiotrophoblaste en orange, comme vous le voyez directement en contact avec l'endomètre. Et notre bouton embryonnaire parce que l'œuf s'implante à l'endomètre par son pôle embryonnaire. Non, ça paraît plutôt logique afin de venir après s'enfoncer à l'intérieur. Donc déjà, dès J7, J8, on a des vacuoles, comme vous pouvez voir, qui apparaissent dans la masse syncytiale. Donc là encore, on voit bien que le STT en orange est vers l'extérieur, c'est-à-dire le plus loin du bouton embryonnaire. On prend vraiment le bouton embryonnaire comme valeur de référence. Et le CTT encore qui entoure, d'un point de vue interne, notre bouton embryonnaire. Donc vous voyez que ça a quand même pas mal avancé. Ici, on était vraiment, à peine ça rentrait en contact, que un jour après, deux jours après, on est déjà bien implanté quand même dans l'endomètre. Vers J8, J9, on a les vacuoles qui, vous le voyez, elles grandissent un petit peu jusqu'à former des lacunes en fait. Et ça va permettre, entre chaque lacune, d'avoir un petit espace en orange que vous voyez, qui forme les travées syncytiales. Et on le verra plus tard, ça permettra de devenir la chambre intervilleuse où il y aura les échanges. Vers J12, J15 et plus précisément à J13, vous voyez que notre rose clair, c'est-à-dire notre CTT alias cytotrophoblast, vraiment envahit, il n'y a pas d'autre terme, envahit le CTT en orange. On voit donc vraiment que tout commence un peu à rentrer en contact entre guillemets. Et on a toujours les lacunes. On a toujours nos lacunes blanches là que vous voyez avec le sang maternel. Et donc on peut dire qu'on est dans le cas d'une villosité primaire. C'est du coup quand le CTT rentre en contact avec le STT. J15, J21. On voit toujours nos villosités primaires qui sont vraiment bien développées autour du STT. On voit donc le STT à l'intérieur. Et en orange clair jaune, vous voyez les villosités secondaires. En fait, c'est le parenchyme allantoïdien qui est d'origine embryonnaire qui envahit en fait nos villosités primaires. Ça les sépare. Et donc, c'est des tout petits trucs orange. Vous verrez après l'utilité. Enfin, J18, on arrive au stade de villosité tertiaire. C'est qu'on commence à avoir de la vascularisation. Vous voyez qu'on voit des capillaires à côté de nos villosités secondaires. Il y a des capillaires qui se développent et donc ça permet de faire un axe mésenchymateux et d'avoir du coup de la vascularisation. Donc si on récapitule pour différencier les trois, villosité primaire, c'est le CTT qui envahit le STT. Villosité secondaire, c'est le parenchyme allantoïdien qui apparaît. Et villosité tertiaire, c'est le début de la vascularisation. C'est très simple. Franchement, normalement, il n'y a pas de piège fait au concours.
Nous, on peut faire des pièges, mais il n'y aura pas de pièges au concours. Donc, on va commencer ensuite, maintenant qu'on sait d'un point de vue un peu embryologique comment ça se passe, on va vraiment rentrer dans la maïeutique, la mise en place de la circulation fœtale. Donc, on a nos premières cellules sanguines qui apparaissent dans la vésicule vitelline vers J17. Mais pour l'instant, ça ne va pas nous apporter grand-chose. C'est seulement à J23, avec les premiers battements cardiaques, qu'on va commencer à avoir une circulation entre l'embryon et le placenta. La circulation dans l'embryon en lui-même est raccordée au réseau vasculaire par des vaisseaux allantoïdiens, par le pédicule venant du pédicule embryonnaire. Comme tout à l'heure, on a vu que tout ce qui est en rapport avec l'allantoïde vient de ce qui est embryonnaire. Il peut y avoir des pièges dessus, faites attention, allantoïdien, ça va avec embryonnaire. Ça ne, voilà, faut pas faire de pièges là-dessus. Faut pas tomber dans les pièges qu'il y a là-dessus. Donc après, on a la délimitation de l'embryon à la 4e semaine. Et en fait, la délimitation, pour résumer, on n'est pas en embryon, on s'en fiche un petit peu. C'est quand le cordon ombilical vraiment se met en place, la structure et permet de limiter du coup l'amnios, le liquide amniotique. C'est vraiment quand le fœtus se met, plutôt l'embryon se met réellement en place, en position, on commence à voir les formes qui se développent. C'est plus juste un tout petit œuf, ça commence à ressembler à quelque chose. Et à ce moment-là, on peut dire que les vaisseaux allantoïdiens correspondent aux vaisseaux ombilicaux du bébé. Donc, on a le sang de l'embryon. Il arrive par 2 artères parce que il est riche en sang oxygéné. Et il repart seulement par la veine ombilicale gauche, car à J30, hyper important, la veine ombilicale droite régresse. Donc, faut vraiment pas se tromper là-dessus. Le fœtus n'a qu'une seule veine, mais c'est très physiologique, c'est pas du tout pathologique, donc tout va bien. Il y a des échanges du coup entre la mère et le fœtus, forcément pour avoir des nutriments et tout ce qui va avec, mais c'est un système clos entre le fœtus et le placenta. Le sang de la mère n'est jamais, enregistrez bien le mot jamais, en contact avec celui du bébé. Sinon, il y a pathologie, il peut y avoir vraiment de gros problèmes si les deux rentrent en contact. Donc retenez-le parce que ça tombe en permanence. Vraiment, les deux ne sont jamais en contact, c'est un système clos. On passe du côté de la mère. On dit que le placenta est hémocorial, c'est-à-dire que le sang maternel est directement en contact avec les villosités coriales au niveau de la chambre intervilleuse, mais du coup pas en contact avec le sang du bébé. Voilà, je préfère le rappeler. Donc on va savoir un peu quel chemin fait le sang de la mère. Il passe d'abord par les artères utérines, puis par les artères arquées, qui vont après devenir elles-mêmes les artères radiaires, traversant le myomètre, pour devenir des artères spiralées au niveau de l'endomètre. Alors ça a l'air impossible à apprendre, mais vous inquiétez pas, il y a des mémotechniques sur ma fiche, vous le verrez, et vraiment faut le refaire. Moi je sais que je l'avais écrit plusieurs fois jusqu'à ce que ça rentre, et au final, c'est passé. Donc le sang maternel circule autour des villosités, jusque-là tout va bien, permettant les échanges. Puis une fois que le sang est allé chez le bébé, il revient au placenta, et là il est repris par les sinus veineux qui s'ouvrent largement dans la chambre intervilleuse, puis par les veines utérines pour revenir chez la mère, faire son petit chemin. D'ailleurs, pour revenir ici, ce schéma est très important à apprendre. On pensait qu'il ne tomberait pas au concours l'année dernière. On a eu la surprise le jour J. Donc, on passe à la suite. La formation des membranes fœtales. Alors, toutes ces différentes couches, pareil, sur ma fiche, il y a un moyen mémotechnique pour vous en rappeler. Donc, ça devrait le faire. Franchement, c'est pas forcément très compliqué. Pardon. Donc, les membranes, ça s'insère sur les bords du placenta. Jusque-là, ça paraît normal. Et cette structure est définitive au 4e mois, comme est définitive au 4e mois. Donc à partir de ce moment-là, ça ne bougera plus. C'est juste après, elles vont se développer, mais on ne bougera plus. Il n'y aura plus de différenciation ou quoi que ce soit. Donc les membranes, elles sont composées de 2 tissus distincts. L'amnios, forcément au contact de la phase fœtale. Forcément, l'amnios liquide amniotique vers le bébé. Et le chorion en contact avec la décidue. C'est du côté de la mère. L'épithélium amniotique se différencie à partir du bouton embryonnaire situé au pôle basal. Comme on le rappelle, le bouton embryonnaire, c'est ce qui a permis de rentrer en contact avec l'endomètre. Donc tout se divise à partir de cet endroit-là. Et le trophoblaste chorionique dérive du trophoblaste du blastocyte. Ça, normalement, ça va.
Maintenant, la meilleure partie du cours, vraiment c'est la plus intéressante, je pourrais mourir pour cette partie, les grossesses gémellaires. Donc, vous le savez, elles peuvent être soit spontanées, soit avec la PMA. Comme vous le savez, depuis des années, il y a de plus en plus de PMA qui ont lieu, donc avec plus de transferts d'embryons et la multiplication des ovulations pour maximiser les chances de réussite. Donc, on a une grosse augmentation des grossesses gémellaires depuis quelques années. Le mode de placentation a vraiment un impact majeur sur le développement fœtal, sur les risques de mort fœtale in utero, vraiment. Le mode de placentation, faut pas le négliger. Là, on va avoir une partie, retenez-le, il y a tout le temps des pièges, vraiment tout le temps, et je sais, je vous en ferai, je suis désolée, mais il faut que ça rentre. Les jumeaux dizygotes, ils ont toujours un placenta bicorial, alors que les jumeaux monozygotes ont dans 70% des cas un placenta monocorial. Voilà, vraiment, ces deux phrases, retenez-les. Marquez-les sur votre mur, faites quelque chose, mais il faut que ça reste dans vos têtes. Le type de placentation, ça dépend du coup du moment de la division, si c'est précoce, tardif, pendant les 3 premières semaines de développement. Donc on va voir les différentes propositions de placentation, vous verrez qu'il y en a pas mal. Bon, il y en a 3, hein, mais on va dire qu'il y en a pas mal. Donc on a le placenta bicorial biamniotique, ça concerne 75% des grossesses. Vous voyez qu'il y a 2 placentas en vert, 2 liquides amniotiques, vraiment ces jumeaux, ils sont séparés, vraiment bien séparés, et on voit que ça correspond à la division précoce, avant le 2e jour. Puis on a le placenta monocorial biamniotique. Dans ces cas-là, monocorial, ça veut dire un seul placenta. Biamniotique, vous voyez qu'il y a toujours les 2 petites poches. Donc chacun est un peu de son côté, mais ils prennent le sang au même endroit. Donc ils ont des anastomoses constantes entre eux pour accéder au placenta, ce qui donne le risque du syndrome transfuseur-transfusé, c'est-à-dire qu'un fœtus ou un embryon plutôt, prenne plus de sang que l'autre et prive du coup son jumeau de sang, ce qui peut entraîner la mort fœtale in utero de son jumeau. C'est pas cool, mais ça arrive. Et le dernier mode, c'est le monocorial monoamniotique, aussi appelé MOMO. On a un seul placenta, un seul liquide amniotique, et les 2 fœtus vraiment se développent ensemble. Les anastomoses vasculaires, elles sont constantes, toutes les circulations sont partagées, donc il n'y a pas de risque de syndrome transfuseur-transfusé, vu que vraiment ça c'est physiologique, ils sont faits pour tous partager. Mais en contrepartie, comme les cordons sont assez collés, et que les cordons c'est comme le nom un cordon ombilical, c'est vraiment très long. Donc il y a un risque que le cordon s'enroule autour du cou d'un des bébés et l'empêcher de respirer. Et donc ça entraînera aussi une mort fœtale in utero. Donc ici vous avez un schéma qui récapitule vraiment tout ce qu'on a dit sur les grossesses gémellaires. Je l'ai repris de l'année dernière. Vous le retrouverez aussi sur ma fiche. C'est plutôt assez clair. Cette partie, il y a vraiment des pièges qui peuvent être faits sur les distinctions entre Momo. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais ici c'est division tardive. Après J8, pareil, sur les divisions, la date des divisions, il y aura des pièges dessus. Donc vraiment, il faut maîtriser cette partie sur les grossesses gémellaires. J'adore ça en plus, donc vraiment, bossez-le bien s'il vous plaît. Et voilà, c'est la fin. Vous avez tenu plus de 13 minutes sur ce cours. Franchement, bien joué. Je pense que vous avez vu, c'est pas forcément très compliqué. Il y a des pièges, oui, mais c'est flagrant. C'est tout le temps les mêmes, vraiment. C'est tout le temps les mêmes, donc il n'y aura pas de surprise. Vous allez voir, il reste encore 3 cours. 3 vidéos plutôt. C'est plutôt cool. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le forum. Je suis là pour y répondre. Donnez-moi un peu de travail, s'il vous plaît. Et vraiment bon courage. Et j'ai hâte de vous revoir pour la prochaine vidéo.